Une artiste, une femme libre, place à notre grand angle sur Rosa Bonheur. Elle a eu son heure de gloire. Rosa Bonheur s'est imposée comme une artiste peintre au XIXe siècle, riche et célèbre. Elle gagnait plus que Monet ou Renoir. Aujourd'hui, le grand public redécouvre cette peintre animalière, cette femme libre qui portait les cheveux courts et les pantalons. Bonsoir Lou Brault. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice adjointe et directrice artistique du festival Rosa Bonheur qui se déroule au château Rosa Bonheur. C'était la demeure de l'artiste. C'est situé près de Fontainebleau, en région parisienne. C'est pour faire court pour tous nos téléspectateurs. Et nous sommes justement en direct de ce lieu magnifique où se tient donc un festival tout l'été. Claire Baudin, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice du Centre de ressources et de promotion présence compositrice. Vous êtes la porte-voix des compositrices oubliées. Vous avez donc eu carte blanche ce week-end grâce à Lou Brault. Alors merci à toutes les deux. Je vous propose de découvrir, de rappeler à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui était Rosa Bonheur grâce à ce reportage de Pascal Achard, Clément Aline et Audrey Desmar. À la lisière de la forêt de Fontainebleau, rue Rosa Bonheur, le château de By, dernière demeure de la peintre animalière. Catherine Brault, la propriétaire du domaine, nous ouvre les fenêtres sur le monde de l'artiste, dans le musée qui lui est consacré. Alors là, on est dans ce que Rosa Bonheur appelait son sanctuaire, c'est-à-dire son atelier. C'est probablement là qu'elle a passé le plus de temps dans les 40 dernières années de sa vie. Dans cette vaste pièce, le temps semble s'être arrêté. Un atelier chargé de souvenirs et d'animaux empaillés, ses compagnons dont elle voulait garder le souvenir après leur mort. Vous avez la jument Grisette qui est là, vous avez Patrocle, le caïman, vous avez Kiki, le sanglier apprivoisé, vous avez Ernest le loup, et comme ça pour tous les animaux qui sont ici. Et puis peut-être le plus étonnant, cette lionne, Fatma, elle va avoir plusieurs lions et lionnes ici, qu'elle va garder un certain temps. Une artiste hors du commun, arborant le pantalon, interdit aux femmes à l'époque. Une peintre déterminée à montrer dès son plus jeune âge, à coups de pinceau, que l'art et le talent ne sont pas réservés qu'aux hommes. Comment prouver, comment réclamer l'égalité homme-femme? Eh bien, en le prouvant, c'est-à-dire qu'en prenant les sujets des hommes, c'est-à-dire les animaux les plus masculins possibles, les chevaux, les taureaux, les animaux sauvages comme les lions, et elle va les peindre. Et elle ne va pas les peindre sur des petites toiles, elle va les peindre sur des grandes toiles qui ne sont surtout pas des formats féminins. Dans l'atelier, ses chevaux sauvages fuyant l'incendie, sa dernière œuvre inachevée en 1899, année de sa mort. Là, des chevaux qui sont quasiment terminés, et puis dans le fond, c'est juste esquissé. Et pourtant, on comprend tout, on comprend toute la scène, on comprend la peur de ces chevaux, on comprend cette cavalcade sauvage. Rosa Bonheur capte l'âme de ses sujets, des animaux qu'elle peint avec une précision quasi photographique, en réussissant mieux que ses pairs masculins. J'ai commencé à faire des recherches et à découvrir qu'elle avait été probablement l'artiste la plus vendue de la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire plus que les Delacroix, plus que les Monet, les Manet et compagnie. J'ai vraiment eu envie d'en savoir plus, et ce que j'ai découvert de cette femme incroyable qui s'est élevée seule, qui avait décidé que ses combats, ce serait l'égalité homme-femme, la cause animale et l'écologie. Je découvre ça au XXIe siècle et je me dis mais incroyable, cette femme elle était au XIXe, elle avait tout compris, ce sont nos combats d'aujourd'hui et elle c'était déjà les siens. En fait elle était d'avant-garde. Elle fut la première femme artiste à recevoir la Légion d'honneur, une pionnière dont la dernière demeure dévoile les multiples facettes. Au fond de l'atelier, un minuscule laboratoire photographique, l'un des plus vieux au monde, révèle que Rosa Bonheur figure aussi parmi les premières femmes photographes. Voilà, Rosa Bonheur, donc photographe, on le découvre, peintre animalière, donc femme libre, défenseur de la cause animale, de la cause environnementale aussi. Lou Brault, pourtant, on l'a oublié pendant
beaucoup d'années en France et peut-être ailleurs dans le monde. Vous-même, vous la connaissiez parce que je pense que les téléspectateurs et téléspectatrices l'ont compris. C'est une affaire de famille, ce château, puisque c'est votre mère qu'on a vue. Vous êtes sur ce plateau. On va voir votre sœur dans quelques instants dans un reportage. Vous la connaissiez, vous? Je la connaissais un peu parce que j'ai grandi dans la région, mais pas aussi bien. Et puis, c'était une femme qui était extraordinaire. Je connaissais un petit peu sa peinture, mais c'est vraiment en vivant sur place et en plongeant dans les archives que j'ai découvert toute l'épaisseur du personnage. Et on n'a pas fini de tout découvrir. Et justement, alors pourquoi on l'a oubliée? Parce que c'était une femme ou c'est parce que la peinture animalière, finalement, n'était plus tendance? Je pense que c'est lié à justement tout ça. C'est en effet, l'art animalier a toujours été mal considéré en France. Évidemment, le fait que ce soit une femme et que la recherche au XXe siècle s'est beaucoup concentrée sur ses contemporains. Le fait aussi qu'elle arrive en même temps que les impressionnistes. Donc voilà, on est davantage fiers des impressionnistes ici en France. Donc je pense que tout ça contribue malheureusement à l'effacement de cette figure, mais qui revient du coup sur le devant de la scène. Aujourd'hui, on en est très fiers. Oui, on pouvait trouver sa peinture peut-être un peu trop académique. Je vais juste faire un petit pas de côté avec vous, Claire Baudin. Effectivement, cette notion de genre, vous pouvez le constater, vous, que justement les compositrices que vous défendez, elles ont été oubliées parce qu'elles étaient des femmes. Oui, alors c'est exactement en fait la même histoire, hein, quel que soit le domaine, dans les arts en général ou les sciences par exemple. Les compositrices, même celles qui ont eu une certaine renommée à leur époque, ont toutes été effacées des histoires de la musique et des mémoires en fait. Parce que c'était des hommes qui écrivaient ces histoires? Oui, alors c'était en fait, j'ai envie de dire que c'était les hommes qui faisaient l'histoire. Donc non seulement ils l'écrivaient, mais ils donnaient ou pas l'opportunité aux femmes d'apprendre la musique, de composer, d'être jouées dans des salles prestigieuses, de pouvoir imprimer, diffuser leur musique, etc. Ce sont les hommes qui écrivaient l'histoire. Donc en fait, l'histoire des compositrices, elle est révélatrice à la fois de notre histoire, j'ai envie de dire de nos sociétés patriarcales. Elle est révélatrice de l'histoire de la musique qui elle-même découle de cette histoire générale, et l'histoire des compositrices découle aussi de l'histoire des femmes en général. Donc tout ça, c'est en fait lié à nos sociétés patriarcales. Et pourtant, Rosa Bonheur, à son époque, finalement, je le disais, hein, elle vend plus que Monet, elle vend plus que Renoir, elle porte des pantalons, elle va dans des abattoirs pour faire des croquis. Alors, il faut qu'elle demande des autorisations, hein, on est d'accord. Mais vraiment, elle avait une personnalité hors du commun. Ben, c'est ça qui est assez fou en fait, c'est que à son époque, elle a été une star. Il y avait même des poupées Rosa Bonheur qui étaient vendues aux États-Unis et c'était le cadeau de Noël qu'on faisait aux enfants. Donc ça a vraiment été quelqu'un qui a eu une carrière éclatante et même les hommes de son époque le reconnaissaient son talent, s'inclinaient devant son coup de pinceau, etc. Après, bien sûr, ça a forcément été plus difficile que pour un homme de se frayer un chemin dans ces milieux-là. C'est ce que vous disiez, elle est obligée de porter le pantalon pour pouvoir aussi aller dans les abattoirs et dans les foires aux bestiaux parce que c'est très dangereux d'y être vue en tant que femme. Mais néanmoins, elle va réussir à faire une carrière incroyable. C'est... D'une certaine façon, le XXe siècle l'a oublié, l'a effacé et a réussi à être plus misogyne que le XIXe siècle, ce qui était quand même un coup de maître. C'est vrai qu'elle est pionnière dans des combats qui sont très contemporains. Encore une fois, voilà, la cause animale. Il y avait plein d'animaux. Non seulement elle les peignait, mais en plus elle les accueillait sur site. Oui, elle a eu plus de 200 animaux dans sa maison, dans sa propriété. Et puis c'est quelqu'un qui, en effet, à une époque où on ne considérait pas que les animaux étaient des êtres intelligents, que c'était des êtres sensibles, elle cherchait dans sa peinture justement à changer la vision du public et à montrer qu'au contraire, c'était des êtres intelligents, etc. Donc c'est ce qu'elle cherche à prouver dans sa peinture. Et on découvre qu'elle était amie avec Buffalo Bill. Oui. C'était la même époque. Buffalo Bill qu'elle rencontre parce qu'il vient présenter son grand show en France. Et là aussi, non seulement ça lui permet de peindre des animaux différents, comme les bisons, et elle a un regard sur les Amérindiens différent. Oui, elle a un regard très moderne sur les natifs américains. En fait, pour elle, ils ont justement ce rapport à la nature beaucoup plus sincère, beaucoup plus authentique, aussi un rapport plus égalitaire, puisque elle hiérarchise pas en fait les animaux, les êtres humains, etc. Et donc, quand elle va représenter des natifs américains, des animaux, etc., elle veut justement montrer aux Européens que d'autres rapports à la nature et aux animaux sont possibles. Et c'est ça ce qu'elle fait, et elle déplore le fait que les Européens cherchent à imposer leur culture coûte que coûte à ces natifs américains, alors même qu'on a énormément à apprendre de toutes ces cultures. Alors Rosa Bonheur est aussi présentée comme une féministe. Elle a vécu avec des femmes.
c'est sous-entendu souvent que c'était ses compagnes. Est-ce que c'est justifié de voir en elle une figure du féminisme et une figure du mouvement LGBT+. C'est justifié, oui, de voir une femme libre, c'est certain. Elle a vécu en dehors des codes de son époque, en effet. Le fait de vivre avec des femmes aussi, c'était quelque chose de particulier. Même si ça se faisait avec les béguines ou des choses comme ça, c'était une façon de se protéger aussi. Et puis, elle le dit, hein, qu'elle défendra la cause des femmes jusqu'à son dernier souffle. Donc c'est une figure du féminisme, oui, d'une certaine manière. Alors dans le cadre du festival que vous présentez tout l'été, hein, avec cette carte blanche donc, à Claire Baudin qu'on va rejoindre dans quelques minutes, hein, qui est donc au château au Rosa Bonheur, vous présentez une exposition sur une autre artiste peintre, sa compagne, en tout cas elle a vécu 1 an avec Rosa Bonheur dans ce lieu même. Il s'agit de Anna Klumt. Reportage Pascal Achard, Clément Aline. Un quartet 100% féminin dans un cadre bucolique. Le domaine du château de Rosa Bonheur et son festival, fief de la création féminine. Des concerts, du théâtre, de la poésie et des œuvres aussi de la peintre américaine Anna Klumt. C'est dans le jardin du château, source d'inspiration de l'artiste, que l'on retrouve la commissaire de cette exposition. Ici, il n'y a eu que des femmes quasiment qui ont vécu dans ce château. Donc on a découvert qu'il y avait Rosa Bonheur qui a vécu ici, évidemment, le château de Rosa Bonheur, mais il y avait aussi Anna Klumt, donc son héritière. Une peintre de la fin du 19e, début du 20e siècle, renommée en Europe et aux États-Unis en son temps, oubliée aujourd'hui. Une âme sœur pour Rosa Bonheur qui lui légua tous ses biens. Quand elle est venue ici pour peindre son portrait, elles vont très bien s'entendre, à tel point que Rosa Bonheur va trouver en elle la fille qu'elle n'a jamais eue. Fille spirituelle pour les uns, dernier amour de Rosa Bonheur, diront d'autres voix. Qu'importe, ici, on a surtout à cœur de raviver sa mémoire en exposant une partie des œuvres que la peintre américaine réalisa dans ce château où elle demeura 40 ans. Des peintures marquées par le temps. On avait beaucoup d'œuvres de Anna Klumt au jardin, directement au château, qu'on a retrouvées dans les greniers. Ici, on a le sommeil, voilà, qui est très délabré, mais c'est aussi ce qu'on aime, c'est aussi le charme du lieu, le fait que les œuvres ont vécu. Une portraitiste de formation académique qui va ici s'évader artistiquement. Quand elle va vivre ici au château, elle va se diriger vers un panel beaucoup plus large de nature, quelque chose qui l'inspire directement, avec une touche beaucoup plus spontanée, beaucoup plus impressionniste. Ici, l'artiste peint ce qui lui tient à cœur, l'âme de la forêt, l'éclat des fleurs, sa sœur Julia Klumt, célèbre compositrice, des modèles féminins essentiellement. On ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'Anna peignait beaucoup de femmes, notamment dénudées. Et en fait, ça lui permettait de pouvoir rentrer au salon, puisque le nu, c'était un genre qui était très prisé au Salon des artistes français de Paris. Et ce que j'adore, c'est que la peinture d'Anna Klumt n'objectifie absolument pas le corps des femmes. Il n'y a pas un espèce de regard masculin. La femme n'est pas un objet dans la peinture, c'est pas un pot de fleurs. Dans l'ancien grenier du château, ses pièces les plus fragiles, études préparatoires, palettes, livres et cet autoportrait daté de 1931, avant son retour à San Francisco, sa ville natale. Un bel hommage à une remarquable portraitiste, gardienne aussi de la mémoire de Rosa Bonheur. Dans ce bureau, elle écrivit une biographie de la peintre animalière. Anna Klumt réalisa aussi plusieurs portraits de Rosa. L'un des plus célèbres figure depuis 1922 parmi les collections du Metropolitan Museum of Art à New York. Donc à voir au château Rosa Bonheur. Lou Broom, on se dit quand même c'est un petit peu incroyable que vous ayez ce château et puis c'est un peu le grenier magique, la caverne d'Ali Baba. C'est une aventure un peu dingue là aussi. C'est une aventure complètement folle. C'est une aventure qui n'aurait jamais dû arriver d'une certaine façon. Enfin, nous, on est arrivés là presque par hasard, enfin, si tant est qu'il y a un hasard, mais c'est vrai qu'on n'était pas historienne de l'art, on n'était pas du tout issus du sérail. En fait, ce lieu était à vendre depuis des années, personne ne voulait racheter ce lieu, Rosa Bonheur n'intéressait plus personne, elle était tombée dans l'oubli, c'était devenu une guinguette parisienne. Et en fait, voilà, on a bataillé pendant 3 ans pour reprendre ce lieu qui sinon allait disparaître. Et qui a dû coûter très cher, j'imagine.
Qui a coûté assez cher, oui, mais ma maman était très forte en négoce. Et maintenant, il faut le faire vivre. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, parce qu'il faut entretenir un château, notamment avec ce festival. Donc, on va retrouver Claire Baudin. Vous avez eu carte blanche. Donc, vous avez décidé de présenter le Quatuor Varèse. Mais déjà, on va revenir sur votre démarche. C'est compliqué de trouver ces compositrices oubliées. Comment vous travaillez ? Alors déjà, je vais faire très court pour vous résumer 17 ans de sujets sur la création musicale des femmes. Voilà, donc en fait moi je travaille depuis 2006 sur le sujet, donc j'ai commencé à travailler sur ce sujet à une époque où en fait ça n'en était pas un. Et surtout pas pour le milieu de la musique classique qui en fait avait deux présupposés. C'est d'une part que les compositrices n'existaient pas ou alors étaient peu nombreuses. Et généralement, il y en avait une seule qui ressortait du lot, c'était Clara Schumann. Et le deuxième présupposé, c'était qu'en gros, il n'y a pas de fumée sans feu et que donc, si on n'en parle pas, c'est que leurs œuvres étaient forcément de qualité médiocre. Donc en fait, pendant des années, je me suis attachée à essayer de commencer à déconstruire en fait ces deux présupposés en montant différentes actions qui ont abouti en 2020 à la création d'un centre, le Centre de ressources présence compositrice, qui en fait se présente comme un outil à 360 degrés au service du secteur de la musique classique, incluant bien évidemment la musique contemporaine, et qui met à disposition notamment, mais pas que, une base de données demandée à Clara qui permet justement d'avoir accès à des milliers de fiches œuvres et des milliers de fiches compositrices. Parce qu'en fait, le sujet, c'est que si on veut programmer des compositrices, si on n'a pas l'idée du nom, on n'a pas l'idée de l'œuvre. Et une fois qu'on a éventuellement l'idée du nom et de l'œuvre, il faut savoir où la trouver. Donc en fait, où, qui, quoi, comment chercher, c'est ce qu'on a dégagé de toute cette expertise de 17 ans qui nous a amené à créer tous ces outils mis à disposition. Donc voilà, je réponds à votre question de façon peut-être un petit peu détournée, mais c'est la seule réponse véritablement possible que je peux vous faire. Et donc vous avez choisi là le Quatuor Varèse donc pour ce festival Rosa Bonheur. On va écouter quelques notes et on vous retrouve juste après. Voilà, donc des répétitions, évidemment, elles ne sont pas en habit de lumière. Claire, effectivement, expliquez-nous là pourquoi, quelle est la compositrice qui joue, puisque ce sont des hommes, vous auriez pu aussi exiger que ce soit des femmes qui jouent. Alors c'est peut-être aller peut-être un peu trop loin, je ne sais pas. Alors, en fait, moi j'ai toujours pour habitude de dire que je ne prétends pas lutter contre une exclusion en créant une autre. C'est-à-dire que pour moi, ne recruter que des artistes féminines, ça serait contre-productif. On est vraiment à une époque où justement on s'est suffisamment opposé pour qu'aujourd'hui, main dans la main, les artistes hommes et les artistes femmes défendent cette musique des femmes. Cette musique des femmes, elle peut apporter autant aux femmes qui ont besoin de modèles et qui ont besoin de savoir en fait que des consoeurs existent, mais elle peut apporter aussi beaucoup aux hommes parce qu'il y a beaucoup de richesse dans cette musique. Donc le Quatuor Varèse, c'est là que c'est intéressant, je l'avais invité en 2015 dans le festival que j'avais créé qui s'appelait à l'époque Présence Féminine, qui aujourd'hui porte le nom du centre Présence Compositrice. Et à cette époque, en 2015, franchement, quasiment aucun artiste n'était en capacité d'arriver en me disant, voilà, on a un programme composé de 100% d'œuvres de compositrices, on voudrait le jouer dans votre festival. C'est-à-dire qu'en fait, le Quatuor Varèse, comme beaucoup d'artistes, oui. Claire, je suis vraiment désolée, c'est déjà terminé. Vraiment, c'est passionnant. Donc, on va inviter, écoutez, tout le monde à aller voir. Non, mais ça va trop vite. C'était vraiment très intéressant. Merci à Karine Henry, la rédactrice en chef, d'y avoir pensé. Merci à vous deux d'avoir participé à ce grand angle. Maintenant, on va changer d'univers puisqu'on va retrouver Sheila au Franco de la Rochelle.